Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer enfin mon podcast que je vais essayer de tenir pour faire des épisodes une fois par semaine. Donc l'objectif de ce podcast-là, ça va être de parler d'un petit peu toutes les thématiques qui pourraient être abordées par rapport au sport. Ok, donc tout simplement, ça va être vraiment tout ce qui peut être programmation, planification d'entraînement, périodisation, isométrie, réhabilitation, mobilité, orienté dans le street, pas dans le street, tout ce qui pourrait être fait, un peu d'actualité aussi en fonction de ce qui se passe, compétition, au niveau du street lifting, pas du tout, ok, quelles thématiques peuvent être abordées, un peu mon mode de pensée sur un sujet, notamment par exemple ce que je peux penser du calisthenics, enfin vraiment plein de thèmes, ok. Je pense qu'à terme, l'idée, ça serait de partir de questions qui viennent de vous sur Instagram pour pouvoir après aborder des sujets dans cette vidéo-là. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être d'aborder la mobilité. Pourquoi? Parce que je kiffe ça en ce moment et c'est vraiment quelque chose qui me permet de résoudre pas mal de soucis, que ce soit chez des athlètes que je coach ou chez des personnes que j'ai aussi en présentiel, en physique, qui se retrouvent avec des problèmes articulaires et des soucis qu'ils n'arrivent pas à résoudre et qui derrière, via du travail de mobilité, même si c'est pas magique, mais quand c'est bien effectué pour les bonnes personnes dans le bon contexte, ça permet de débloquer pas mal de situations. Et la mobilité dans le street lifting, elle est essentielle. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est essentiel, pourquoi est-ce qu'elle est mal comprise et pourquoi je pense qu'elle est sous-utilisée alors qu'elle devrait l'être plus. Et que souvent, on va avoir des petits exos par-ci par-là sur Instagram et faire de la mobilité avec 2-3 trucs alors qu'en fait, on n'a pas compris les grands principes. Okay, donc, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut vraiment être utile. La mobilité, c'est la force dans la souplesse, ok, avec du contrôle moteur. C'est vraiment trois entités. On a besoin d'avoir de la force avec du contrôle moteur dans une certaine amplitude. C'est vraiment cette combinaison des trois pôles qui fait qu'on est mobile ou pas. Ok, donc ça ne veut pas dire que je dois m'étirer passivement pendant 10 ans. Si j'ai beaucoup d'amplitude passive et que j'ai pas de contrôle moteur ni de force, je suis juste quelqu'un qui est hyper lax et qui a des gros soucis, on va dire, dans les fins d'amplitude et qui va pouvoir aller se blesser facilement. Ok, donc si on prend un mouvement du street par exemple, on peut prendre le dips. Le dips, c'est un mouvement qui est peut-être le plus traumatisant, je pense, un des mouvements les plus traumatisants du street lifting, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir une forte extension d'épaule dans une position qui est très étirée, donc il va mettre un stress quand même pas mal sur les tissus, sur l'insertion du pec, au niveau deltoïde antérieur. On a besoin d'avoir une coordination importante par rapport à l'omoplate, ok, donc il ne doit pas s'effondrer vers l'intérieur. Et on a besoin d'avoir une grosse extension d'épaule. Cette extension d'épaule, elle va être dictée par une certaine hiérarchie. Okay, il y a une capacité articulaire à avoir et souvent on va faire des dips, okay, donc on va utiliser le système musculaire qui est lui peut-être en capacité de faire une partie du mouvement, okay, qui va pouvoir supporter d'un point de vue tissulaire jusqu'à une certaine amplitude, mais articulairement parlant, dans la profondeur du tissu, au niveau de l'épaule, okay, on n'a peut-être pas la capacité à descendre aussi bas parce que la capsule articulaire, elle n'a pas suffisamment d'espace pour tolérer ce genre de contraintes-là. Donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est quoi une capacité articulaire? Une capacité articulaire, en fait, c'est simplement l'indépendance qu'il peut y avoir entre deux os. Okay, les os, ils sont forcément liés par une sorte de ligament, une capsule articulaire. C'est du tissu fibreux, okay, avec du collagène, c'est du tissu conjonctif dans tous les cas, qui vient lier les deux parties. Donc là, dans notre cas du dips, l'omoplate et l'humérus. Donc quand on lie les deux comme ça, si les deux ne bougent pas suffisamment l'un en indépendance par rapport à l'autre, on limite déjà le mouvement et en plus on engendre des compensations parce qu'on n'arrive pas à scinder le mouvement de un par rapport à l'autre. Ça veut dire que quand on va tourner, on va de suite utiliser une compensation avec l'omoplate ou autre pour effectuer le mouvement. Okay, donc je regarde mes notes, vous me permettez parce que j'ai pas tout dans la tête. Donc tout simplement, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a compensation parce que on a une certaine hiérarchie à respecter et on va du tissu profond qui a la capacité articulaire, qui est la capacité articulaire, la capsule articulaire qui est le plus profond, vers le muscle, qui est le tissu superficiel que l'on voit. En dessous, on a vraiment cette partie fibreuse, ligamentaire, qui vient structurer l'articulation. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une hiérarchie? Parce que si on regarde la fonction de chaque muscle, okay, eh ben on se rend compte qu'en tissu profond, sur les lignes de tissu au niveau de la capsule articulaire, on a des spirales qui se mettent en place. Donc en fait, on a comme une sorte de rotation qui s'effectue. C'est pas forcément le plus représentatif, là on est sur le logiciel d'anatomie, mais on a des lignes de tissu qui vont représenter du coup les contraintes, comment elles sont dirigées, et on voit qu'il y a une sorte de spirale qui s'installe. Donc là on a différents ligaments, okay, dans cette partie-là. Derrière, après, on a la capsule articulaire qui, elle, va venir subir une partie des contraintes. Okay, et c'est dans tous les cas le tissu le plus profond qui vient lier notre humérus avec notre scapula pour pouvoir bien coapter la tête humérale dans la glène. Okay, et c'est ça qui vient dicter l'espace, parce qu'après, au plus on va rajouter de tissu conjonctif, eh bien, au plus on va avoir tout ce qui est fascia et autres, mais si on voit, le système musculaire arrive par-dessus seulement dans un second temps,
et dans tous les cas même le système musculaire, a toute cette partie de rotation qui est essentielle et qui est d'abord en profondeur. Okay, donc c'est vraiment cette partie, cette fonction-là de l'articulation qui est essentielle et non pas les élévations latérales, l'extension, l'extension de l'épaule, la flexion de l'épaule. Ça arrive dans un second temps parce que si on regarde au niveau des tissus les plus profonds, eh bien, on voit que tout est fait pour faire de la rotation. C'est pour ça que dans la hiérarchie tissulaire, on va aller dire la rotation de l'épaule interne et externe, c'est ce qui prime sur la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction de l'épaule. Okay, pareil pour la hanche. La hanche, c'est exactement la même chose. En soi, ça ressemble un peu à une épaule, même si c'est très vulgairement dit. Mais on va avoir tout ce qui va être obturateur interne, externe, les muscles pelvitro-cantériens, on appelle ça. Donc, on va avoir toute cette partie-là qui va venir faire de la rotation et garder la tête du fémur dans l'os coxo-fémoral, du coup dans cette partie-là. J'ai oublié, dans l'acétabulum, pardon. Et on voit bien par exemple ici cette fonction de rotation. Okay, et donc quand on vient faire des exercices de mobilité, c'est qu'on vient étirer cette partie du tissu-là. Ce qui est important dans cette partie du tissu-là, c'est qu'il y a beaucoup de mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, ce sont des récepteurs, il y en a plusieurs types, qui vont être sensibles à la contrainte mécanique, sensibles à l'étirement, sensibles à la traction, à la pression, à différents types de contraintes. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mécanorécepteurs sont connectés au niveau cérébral. Donc en fait, il y a une afférence qui va remonter, il y a une information qui va remonter, qui va dicter du coup l'espace capsulaire, qui va donner l'information au cerveau de regarde là, mon articulation est dans telle position, à tel moment dans tel espace, je fais mon squat, ben voilà, là on a le fémur qui est à 90 degrés, c'est ça la proprioception. Donc tout ça vient de l'afférence des tissus, donc de l'afférence, donc de l'information qui va remonter par rapport à cette capsule articulaire. Okay, et cette capsule articulaire, en envoyant des informations, elle peut envoyer des bonnes informations si elle est de bonne qualité, donc de bonne qualité avec suffisamment d'espace, d'indépendance, ou de mauvaises informations, et du coup créer ce qui s'appelle le réflexe myotatique, donc c'est-à-dire une tension musculaire via les muscles superficiels pour limiter les mouvements et donc limiter potentiellement le danger qu'il y a dans la zone parce qu'elle estime que dans une certaine amplitude, il va y avoir un danger. Okay, donc pour résumer, en fait, si je manque de capacité tissulaire au plus profond dans la hiérarchie des tissus, donc sur la capsule, cette capsule articulaire envoie des informations au cerveau, le cerveau les traite et en conséquence va réguler la tension au niveau musculaire. Donc on va dire qu'il y a un petit soldat qui est là au niveau musculaire qui, lui, sait quelle tension il faut avoir, mais qui est dicté par la qualité du tissu de l'articulation. Et donc si l'articulation est en bonne santé, on a accès aux amplitudes de mouvement en secondaire. Si l'articulation est en mauvaise santé, tout ce qui va être flexion, extension au niveau des hanches et des épaules, ça va être limité parce que le tissu musculaire va se rigidifier, entre guillemets, il va bloquer la contrainte. Et ça, c'est au niveau de toutes les informations qui transitent entre l'articulation et le cerveau. Donc, pour reprendre notre exemple du dips, ça veut dire que si tu n'as pas la capacité de rotation externe et surtout interne de l'épaule, tu ne pourras pas être très fort sur de l'extension et ton corps va trouver une stratégie pour te faire faire le mouvement. Et là, c'est là où on rentre dans la théorie des systèmes dynamiques. La théorie des systèmes dynamiques, c'est simplement une façon de décrire comment est-ce que ton corps s'auto-organise par rapport aux contraintes. On a différents types de contraintes, contraintes de la tâche, contraintes environnementales et contraintes individuelles. Donc comment est-ce que ton corps s'auto-organise par rapport à tout ça. Ton corps, il va chercher la solution pour te faire le mouvement dans tous les cas. Tu veux faire un dips, tu as besoin d'extension d'épaule. Tu n'en as pas assez, t'inquiète pas, je vais aller utiliser la mobilité d'une autre articulation, pourquoi pas cervicale, pourquoi pas au niveau scapulo-thoracique, pour venir compenser ce que tu n'as pas et te faire le mouvement. Donc, ça veut dire qu'il y a des contraintes que l'épaule, par exemple, devrait prendre en extension, qu'elle ne prend pas parce que tu n'as pas les capacités articulaires, okay, et donc tu manques d'extension d'épaule sans avoir les compensations. Elle ne prend pas ces contraintes-là, donc ces contraintes au niveau des tissus de ton épaule, elles vont être réparties ailleurs, parce que tu veux faire le mouvement quand même. Et du coup, pour les répartir, tu vas compenser, et en compensant, peut-être que tu risques de surcharger certains tissus qui ne sont pas faits pour faire le travail de l'extension de l'épaule. L'épaule, elle répond à une certaine contrainte, elle répond à une certaine fonction, et elle doit faire son job. Si elle ne fait pas son travail, ça veut dire que c'est ta colonne thoracique, que c'est ta scapula, que c'est cette partie du cou, tout ce qui va être trapèze et autres, qui va prendre la contrainte, qui va être surchargé et qui ne devrait pas les prendre. Et c'est comme ça qu'on peut créer des blessures. Donc c'est comme ça qu'on peut créer tout ce qui va être tendinopathie, tout ce qui va être blessure d'usure, ce qu'on appelle comme ça plus ou moins, que tu n'es pas censé avoir parce que tu es censé faire les mouvements en rapport aux capacités articulaires que tu as. Et c'est là que tout le monde se trompe. On va se jeter sur des dips
alors qu'on n'a pas les tissus appropriés. Donc sans parler du manque de force ou autre, on n'a juste pas la capacité, on va les faire, et après on se fait mal, et on ne sait pas pourquoi. Et au final c'est ah putain mais j'ai le muscle il est archi tendu devant, j'ai super mal, ah j'ai le pec qui tire et tout, je comprends pas pourquoi. Parce que je tanne tout le monde à travailler la mobilité, c'est chiant à faire, il faut que ça soit bien amené, il faut comprendre pourquoi on le fait sinon on le fait pas. Et pourtant c'est essentiel. Et c'est pas très compliqué en plus. Et ça part d'une loi qui est assez simple en plus. Ça parle aussi de tout ce qui est entropie. C'est-à-dire que j'ai beau avoir la mobilité, de base, quand on est, tout le monde a la mobilité de faire un dips. Quand on est bébé, on arrive à toucher ses pieds et tout. Qu'est-ce qui fait qu'on le perd? C'est parce qu'on ne l'utilise pas. Le corps, il n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie, à garder quelque chose, s'il n'est pas utilisé. Pourquoi le garder? Ça lui coûte de l'énergie. C'est comme le muscle. Pourquoi garder du muscle si on s'en sert pas? Si on s'en sert pas, on va le dégrader, le tissu musculaire. C'est de l'énergie. C'est des poches de glycogène. C'est quelque chose qu'on peut dégrader pour utiliser de l'énergie, mais ça me coûte de l'énergie de l'avoir et de l'entretenir. Donc, aucun intérêt de le garder s'il n'est pas utilisé. Les articulations, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je devrais garder cette capacité de flexion d'épaule au-dessus de la tête qui me coûte en énergie si je m'en sers jamais? Je ne vais pas utiliser cette amplitude-là. Donc, j'en ai pas besoin, fondamentalement parlant. Si j'en ai pas besoin, je la perds. Ça s'appelle l'entropie. C'est avec le temps, tout se dégrade et ce qui n'est pas utilisé va être perdu. Donc, la seule façon de garder ça, c'est de s'entraîner en mobilité. Donc, si je fais que des dips, en fait, je fais que une fonction de l'épaule dans un certain angle avec certains tissus qui sont sollicités, pas d'autres qui sont sollicités. Et donc, je perds la capacité parce que je m'y entraîne pas et d'un coup, je sais pas pourquoi, poum, ça fait mal. Donc, c'est pas juste des mouvements type je fais des rotations comme ça avec l'élastique et puis c'est bon, j'ai renforcé mes muscles stabilisateurs. Ok, peut-être que tu vas renforcer tes muscles dans ton actif, mais si tu manques de passif et que tu as besoin de cette amplitude-là pour aller plus loin dans les dips et pour pas compenser, tu auras beau renforcer ce que tu as déjà, tu vas renforcer que ce que tu as en fait. Et tu n'auras pas développé ce que tu n'as pas. Et au final, tu as besoin de développer ce que tu n'as pas pour pouvoir avoir accès à ce que tu n'as pas et du coup pouvoir faire le mouvement correctement. C'est un peu l'idée. Tout ça, ça part aussi du postulat que le mouvement est variable. C'est-à-dire que le mouvement parfait n'existe pas. Pour répéter un mouvement, on va le répéter des milliards de fois, il va y avoir des différences, il va être variable. Autant le résultat va être la même chose, ok, donc ça va être un dips, mais le chemin sera différent. Et le corps, il s'auto-organise en fonction des contraintes qu'il a. Donc ça rejoint un peu la théorie des systèmes dynamiques dont on a parlé un petit peu en amont. Donc la variabilité de mouvement, c'est donc la solution. C'est-à-dire qu'au plus j'apporte de variabilité de mouvement, donc au plus je donne la capacité à mon corps d'avoir des options de mouvement, des options de bouger, donc de pas juste savoir faire de l'extension d'épaule ou de la flexion, mais de savoir faire de la rotation interne, externe et autres, au plus j'ai de possibilités, je laisse la possibilité à mon corps de répartir les contraintes comme il veut, au plus il aura le choix de les répartir de la meilleure des façons pour être efficient et pas être juste surchargé la même ligne de tissu. C'est un peu ça l'idée. Un peu comme les roues d'un vélo. C'est-à-dire que si j'ai qu'un rayon sur mon vélo, je vais répartir les contraintes qu'à un seul endroit, ma roue ne va pas être trop solide. Et elle risque même de casser. Par contre, si je mets plein de petits rayons partout, les contraintes elles sont réparties partout. Donc en étant réparties partout, mon vélo il est mieux. En tout cas, ma roue de vélo peut tenir et elle peut répartir les contraintes de mon poids, de l'appui de la route sur la roue en réponse à la force qui est exercée au sol par la roue, et ainsi de suite. Mais du coup, c'est réparti sur tout le système. Et c'est vraiment l'idée aussi de la variabilité du mouvement pour le corps. Comment on travaille sur sa mobilité? On travaille sur sa mobilité en fonction des besoins articulaires de chaque personne. Par exemple, j'ai eu un athlète il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Timothée, où après évaluation, j'ai identifié un manque de rotation externe de la hanche, ok, en termes d'actif. C'est-à-dire qu'en passif, il est très fort. C'est-à-dire qu'il s'étire, il est déjà très souple. À quoi ça sert que je lui fasse travailler sa souplesse puisqu'il a déjà? Ce qui lui manque, c'est du contrôle moteur et de la force dans l'amplitude qu'il a déjà. C'est-à-dire qu'il peut ramer déjà sa jambe suffisamment élevée, haute, ok, donc il a une bonne amplitude passive, mais en actif, quand je lui demande de générer de la force, il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire que quand il va aller sur le squat, s'il ne peut pas utiliser cette amplitude-là, il l'a, mais il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas produire de force déjà sur le mouvement de base, donc il ne pourra pas l'utiliser sur son squat. Ça veut dire que son corps il va s'auto-organiser de façon à faire le squat avec la bonne amplitude, mais en utilisant le fait, en prenant en compte le fait qu'il n'a pas accès à cette rotation, donc il va falloir qu'il aille la chercher ailleurs. Il peut la chercher en sacro-iliaque, donc au niveau du bas du dos, et ça peut créer des douleurs. Il peut venir la chercher sur l'avant en flexion, il peut venir la chercher dans l'autre jambe avec une rotation interne ou externe plus importante. Ça crée des compensations qu'il n'est pas censé avoir. Il n'a pas accès à un maximum de tissu qui est censé l'aider ensuite à produire de la force, parce qu'il est bloqué par cette mobilité active qui est restreinte. Comment je la travaille? Des contractions isométriques. On redémarre avec un mouvement zéro, inexistant. On se met dans une amplitude plus ou moins proche de ce qu'il a déjà en actif, mais un peu plus.
et on essaye de produire de la force en appuyant. On a différents types d'isométrie. On a l'isométrie yielding, donc c'est des isométries qui sont orientées excentriques. Donc par exemple, je prends un haltère ici, ok, donc une haltère. Je vais venir résister comme ça, mais moi le but, ça serait que ça bouge pas, mais je sais qu'avec la gravité, ça va céder. Donc c'est vraiment l'isométrie yielding, c'est cet objectif-là. Et on a l'isométrie overcoming, donc je vais venir me bloquer la main contre quelque chose que je ne peux pas pousser en fait, qui est immuable, qui ne va pas pouvoir bouger, et je vais devoir chercher à le faire bouger. Et là, c'est de l'isométrie overcoming, donc on a des adaptations qui sont différentes, et on va commencer dans un premier temps avec l'isométrie overcoming parce qu'elle est plus orientée concentrique que excentrique, qui peut créer plus de dommages musculaires pendant un certain temps, ou autre, enfin tissulaires dans tous les cas, et qui ne va pas avoir les mêmes affections. On va commencer avec des isométries à basse intensité. Commencez pas tout de suite avec du neurologique, parce qu'on veut déjà avoir des adaptations au niveau des tissus. C'est comme en musculation. On ne va pas s'amuser à mettre 400 kg et 200 kg sur un squat chez quelqu'un qui n'a pas la masse musculaire pour supporter ces 200 kg. Okay. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on construit les choses, on construit la partie structurelle pour ensuite y greffer la partie neurologique. Et ça devrait être la logique pour tout. Donc ça veut dire qu'on va devoir passer du temps sous tension avec des 30, 40, voire même 60 secondes de temps sous tension, pour ensuite se diriger petit à petit vers des intensités un peu plus hautes, avec des temps beaucoup plus courts où on va chercher à contracter pour développer de la force, comme on pourrait faire avec un squat. On va démarrer avec du 12 reps, et puis progressivement, au fur et à mesure, quand on se rapproche d'une compète, on va finir sur du 1 rep avec du lourd. Ça va dicter l'intensité, le volume, la fréquence qui va être mise en place par rapport au programme. La mobilité, c'est pareil, ok ? Et ensuite, derrière, il faut intégrer des mouvements un peu plus globaux qui permettent de solliciter, de maintenir la mobilité, comme les rotations articulaires contrôlées et autres. Comment on l'intègre dans l'entraînement? Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est que le souci, souvent, de la mobilité, c'est qu'on va vous dire, tu fais 1 heure de mobilité. Mais c'est pas ça, l'histoire. C'est que si je fais 1 heure de mobilité, c'est-à-dire que je m'entraîne plus. Mais c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est être fort sur mon squat. Je m'en fous d'être fort en rotation interne ou externe. C'est ça que vous allez me dire. Et c'est pareil, parce que moi, j'ai fait l'erreur aussi où je me disais, mais en fait, il faut faire 4 fois semaine de la mobilité pour progresser. Comme tout, si je progressais en squat, j'en fais pas qu'une fois semaine, j'en fais au moins 2 minimum. Comme tout, si je progressais sur la prise de masse musculaire, je vais pas faire ça qu'une fois, je vais faire ça 2 fois minimum pour avoir de meilleurs gains, un meilleur stimuli. Le corps, il réagit un peu à la fréquence quand même. Beaucoup plus, ou en tout cas, si on décide de faire une fréquence 1 fois par semaine, il faut se terminer pour justifier le fait qu'on fasse qu'1 fois par semaine. Il faut se détruire musculairement parlant, pour justifier le fait d'avoir 7 jours de récupération. Par contre, si je fais un peu plus tous les jours, je fais un peu mais tous les jours, je peux ajuster fréquence, intensité et volume pour pouvoir faire tous les jours. Et j'ai, sur les mouvements de skills en tout cas, une capacité d'apprentissage qui est plus rapide que si je le fais qu'une fois par semaine, sur les mouvements où je dois répéter. Donc c'est là où il y a un intérêt. Enfin bref, tout ça pour dire que comme toutes les qualités physiques, ça répond à la fréquence quand même. Et au plus je vais mettre de fréquence avec une certaine intensité et un certain volume, au plus je vais progresser. Comment je l'intègre pour ne pas y passer 2 heures à faire que de la mobilité et à plus m'entraîner? J'intègre juste 3 exos dont j'ai besoin. J'ai évalué Timothée. Il n'a pas besoin de rotation externe sur sa jambe gauche parce qu'il en a déjà, que ce soit en actif ou en passif. Par contre, sa jambe droite, c'est celle qui est déficitaire. Déjà, on va travailler que sur la jambe droite, de 1. De 2, je lui montre un exo pour s'échauffer, rotation articulaire contrôlée, un exo pour développer la mobilité, un exo pour la sauvegarder. Ça fait 3 exercices. Ok. Rotation articulaire contrôlée, il va faire 3 reps, 2 séries, ça lui prend même pas 2 minutes. Pour tout ce qui va être développer la mobilité, ça va lui prendre maximum avec les contractions isométriques 5 minutes pour se mettre dans la position, appuyer, machin. Ok, donc là on est à 7 minutes au total. Pour le deuxième exercice, le troisième exercice où il va sauvegarder sa mobilité, il a juste à passer exactement le même temps, donc il va y passer 2 ou 3 minutes. Au final, en 10 minutes, il a un exercice de mobilité, il est échauffé en plus, parce que ça vient recruter les tissus spécifiques pour le squat, rotation externe, rotation interne de la hanche, par exemple pour ça, pareil pour l'épaule. Derrière, il peut attaquer avec sa montée de gamme. S'il veut rajouter un petit truc, parce qu'on a fait que 10 minutes, s'il veut rajouter un petit peu style un mini-circuit ou du stretching un peu dynamique, type psoas, ischio, adducteur ou quoi, il peut. C'est tout à fait compatible avec le travail du squat derrière. Il va pouvoir travailler un peu sur les moyens fessiers s'il a envie, pour ajouter un peu de volume et vraiment se préparer. Derrière, il attaque son squat, il a fait un échauffement de 15 minutes qui est pertinent, individualisé et qui lui permet de progresser sur le squat parce que c'est la base de la pyramide, comme on l'a vu. Si je n'ai pas accès au tissu profond, si je n'ai pas accès à l'amplitude déjà de base, juste en isolé, quand je vais le mettre dans un mouvement plus complexe où le corps doit s'auto-organiser avec des contraintes, il ne va pas pouvoir y avoir accès parce qu'il n'y a pas accès déjà en analytique. Sur du complet, il n'aura pas accès non plus. Donc c'est un peu l'idée.
Donc voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, peut-être un peu technique. Pour les plus courageux qui sont restés jusqu'ici, merci à vous de votre confiance et de votre soutien. Je vous avoue que c'est pas facile de se lancer sur les réseaux sociaux. Faire des vidéos YouTube comme ça, c'est vraiment pas mon fort non plus, je pense. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis j'espère qu'un jour ça me mènera à quelque chose auquel j'aspire vraiment, type formation pour les coachs, formation et programme pour tout ce qui peut être entraînement et autres, et aider un maximum de personnes. Si je vous partage ce savoir-là, c'est pas que pour faire en mode hey, regardez, je sais plein de trucs, c'est pour me dire je vais essayer d'aider les gens et les gens qui aiment comprendre comme moi. Moi, si je fais les choses, c'est parce que j'aime comprendre ce que je fais. J'ai pas envie de faire les choses au hasard et j'ai envie d'être pointu, précis et pouvoir comprendre. Donc peut-être que je complexifie un peu trop, mais en même temps, c'est aussi ce qui se passe dans la réalité. Après, quand on s'intéresse un peu plus, on est en capacité de simplifier. Mais là, vous avez vraiment les tenants et les aboutissants de la mobilité, capacité articulaire, contrôle moteur, souplesse. Il y a tout qui vient s'intégrer dans un système complet et qui doit vous aider ensuite derrière à développer des mouvements beaucoup plus simples sur du plus complexe, quoi. Enfin bref, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et on se retrouve dans un prochain podcast, disons la semaine prochaine. Allez, salut!